j'ai la lourde tâche d'animer quelque chose après le déjeuner. Je dis lourde tâche parce que moi-même je suis encore en train de digérer, du coup je vais essayer de faire ça bien. Puis surtout l'enjeu c'est que vous vous endormiez pas. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre à contribution très rapidement, notamment en utilisant votre smartphone pour ceux qui ont un smartphone. Vous pouvez le préparer parce qu'on va faire un petit jeu où vous aurez besoin de votre smartphone. Voilà. Alors, à la régie, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les slides, quand est-ce que vous switchez sur la vidéo et les slides, mais moi j'aurais pas mal besoin qu'on affiche ce que j'ai préparé. Donc je m'appelle Thomas Lecourt et je suis le responsable d'Emmaüs Connect dans le Grand Est. Et on m'a proposé, on m'a invité à animer un atelier qui s'appelle, je crois sur le programme, il y avait écrit faire du numérique un outil contre l'illettrisme. Voilà, alors comme vous le voyez, je n'ai pas repris ce terme-là sur le titre de ma présentation, parce que je n'ai pas cette prétention-là, pour plusieurs raisons. Mais premièrement, et donc je vous le dis à l'avance, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'illettrisme. Et donc je m'excuse aussi à l'avance sur les probables bêtises que je vais pouvoir dire à certains moments. Je connais très mal toute la complexité des publics et des personnes dont on a parlé ce matin. Donc je ferai sûrement des raccourcis parfois, je m'en excuse et merci d'avance pour votre indulgence. Deuxièmement, je ne connais pas très bien non plus quels outils numériques existent aujourd'hui pour pouvoir lutter contre l'illettrisme de manière efficace. Vous en connaissez sûrement plus que moi, vous en connaissez sûrement plus que moi. Mais l'idée de cet atelier, enfin, vous pouvez vous dire alors du coup pourquoi je suis là, d'où je parle. En fait, je connais un petit peu mieux l'électronisme, ça je vais pouvoir en parler un petit peu. Je pense qu'il y a des vrais liens entre les deux. Et je pense que le numérique peut être un allié contre l'illettrisme, ça j'en suis convaincu. Alors je connais pas bien non plus les Ardennes, j'espère que je vais pas dire de bêtises non plus. Je viens de Strasbourg, je suis basé à Strasbourg. Et pour ceux qui connaissent Strasbourg, il y a plein de petits canaux, etc. Et le principal petit fleuve, il s'appelle l'Ill, I2L. Du coup, c'est pour ça que sur l'Ill, je m'y connais un petit peu aussi. Voilà. Non, et sinon, je suis urbaniste de formation. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas politicien ou autre. Donc voilà, juste pour que vous compreniez d'où je parle et peut-être certains raccourcis ou certaines bêtises que je vais dire. Précaution oratoire terminée, entrons dans le vif du sujet. Et pour terminer, donc comme dit, ma présentation, cet atelier, l'idée c'est de vous faire intervenir et participer à travers un petit quiz. Ça va se passer sur vos téléphones pour ceux qui en ont. Peut-être que certains ne sont pas à l'aise, pas de honte à avoir. Vous êtes peut-être aussi en situation d'électronisme. Vous pouvez jouer avec votre voisin, votre voisine ou juste suivre ce qui se passe. Il n'y a pas trop d'enjeux. Et par ailleurs, c'est aussi peut-être pour vous donner une idée du type d'outils que vous pourriez utiliser, vous ou vos collègues au quotidien, pour agir contre l'illettrisme, puisque je pense que le numérique peut effectivement être un allié. Donc il y aura quelques petits arrêts sur image, un peu en mode méta-atelier, quoi. Voilà. Alors, commençons. Je ne sais pas si certains des logos qui apparaissent ou des noms, etc., ça vous parle à certains. Moi-même, j'en connais très peu là-dessus et je ne vais pas vous parler de ça. Donc voilà, c'était pareil, vous dire, si vos attentes c'est là-dessus, bah, désolé, c'est pas le bon endroit, mais il faudra refaire un atelier l'année prochaine avec quelqu'un d'autre. Cela dit, on va utiliser quand même un des outils qui existent aujourd'hui et qui s'appelle WooClap. Je ne sais pas si certains connaissent, ont déjà pratiqué, mais c'est le moment où vous sortez votre téléphone, connectez-vous à la 4G, apparemment on capte plutôt bien ici. Ça ne va pas consommer beaucoup de data, donc ne vous inquiétez pas si vous avez un petit forfait. Et vous tapez là dans votre navigateur, vous tapez WooClap, tel que c'est affiché. Et tout en haut, là comme c'est indiqué à droite, il faut rentrer un code. Et le code c'est I2L, comme illettrisme ou électronisme. Voilà. Alors, si jamais il y en a qui sont en galère, eh ben, vous vous retrouvez en situation de personnes qui sont parfois en galère avec le lire, le comprendre, etc. Donc c'est très bien, c'est un bon exercice. Et normalement, on vous demande un petit pseudo. Vous pouvez mettre votre nom, votre surnom, ce que vous voulez. Et puis après, on vous dit de patienter le temps qu'on commence le jeu. Alors, on a déjà 11 personnes 12 qui sont connectées. On voit en bas à droite, là. Combien on est en tout? Deux. On est une petite trentaine.
I2L, ouais. Alors vous allez voir, du coup, il va y avoir plusieurs questions. Plusieurs questions sous différentes formes, des QCM, des choses avec des images, etc. Les questions vont plutôt s'afficher là sur les écrans, et puis vous répondez avec votre smartphone. Pensez bien à valider quand vous avez répondu à une question, parce que sinon, on n'en tient pas compte. Pas de suspense, il n'y a pas grand chose à gagner à la fin, mais si vous voulez participer, autant valider les réponses. On est 19. Est-ce qu'on se dit qu'on commence ou il y en a qui sont sur le point de commencer, de vous connecter? On attend encore 20 secondes. Bien sûr, pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez tout à fait intervenir. Il y a Jean-Rémy qui est dans le coin, il a aussi un micro si besoin. On prévoit un petit temps de questions aussi à la fin. Mais bon, l'idée c'est que ce soit quand même un peu interactif, au moins à travers les téléphones. Bon, allez, 25. De toute façon, s'il y en a qui sont encore en train de se connecter, ils peuvent rejoindre, il n'y a pas de souci. On va se dire qu'on commence. Alors attention, première question. Allumez vos smartphones s'ils ils ont mis l'écran de veille. C'est parti. En France, qui est connu pour avoir utilisé pour la première fois le terme électronisme? Et là, du coup, vous avez certains visages que vous connaissez. Pour certains, j'ai même précisé, parce que peut-être que tout le monde ne les reconnaissait pas. Qui a utilisé pour la première fois le terme électronisme? Bon, en tout cas, il est connu pour ça. Je ne sais pas si on l'avait l'air. Attention, il ne reste plus que 5 secondes. Je vous donne un peu plus de temps. Allez, je vous redonne un peu plus de temps. Parce qu'il y a encore 9 personnes qui n'ont pas validé, 10 personnes, puisqu'on est 27 maintenant. Alors, petite précision, premier arrêt sur image. Vous voyez, ça c'est le type d'outil que vous pourriez peut-être utiliser dans des ateliers de lutte contre l'illettrisme avec des publics à qui ça peut peut-être parler, juste en voyant des images, en devant cliquer sur des choses. Et vous voyez, vous pouvez juste mettre des images, comme par exemple pour Christiane Taubira ou Lionel Jospin, où vous pouvez aussi expliciter avec un peu de texte, plus ou moins simple, plus ou moins long. Pourquoi j'avais mis Jacques Toubon? Jacques Toubon, c'était l'ancien défenseur des droits qui a pas mal fait bouger les choses sur la question du numérique et de l'inclusion numérique, avec un gros rapport en 2019 notamment. Et Axel Lemaire, je ne sais pas si certains se souviennent, c'était une des ministres déléguées au numérique au début des années 2010. Voilà. Et la bonne réponse, et là c'était Lionel Jospin. Qui a reçu le moins de votes apparemment. Je ne sais pas si c'est qu'on est dans une terre qui n'est pas très à gauche, mais non, je rigole. C'était, je pense bien, on va pas rentrer dans ces débats-là maintenant. Voilà, c'était en 99. 99, ça fait quand même un paquet de temps. À l'époque, Internet, rappelez-vous, commençait doucement à arriver chez les ménages. Moi-même, j'avais pas Internet chez moi à l'époque. Et donc, alors là j'étais méchant, j'ai mis une photo encore plus ancienne, mais voilà. Et donc, vous voyez ce qu'il racontait, c'est un petit côté prophétie autoréalisatrice. Au final, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut l'affirmer, mais on peut au moins se questionner que oui, l'illettrisme aujourd'hui, l'électronisme est un avatar de l'illettrisme. Ça va, vous avez compris comment ça marche le petit quiz? Prochaine question. Attention, question un petit peu différente sur le format. Vous avez une image ici, la question c'est que le numérique est devenu indispensable pour. Et donc là, vous devez légender l'image depuis votre téléphone, vous cliquez sur le petit numéro et puis à chaque fois, vous pouvez indiquer ce à quoi ça vous fait penser, le petit picto ou autre. Exercice un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, projetez-vous avec des futurs publics que vous accompagnez, ça peut peut-être être utile. À votre avis, quels sont les domaines qui sont touchés par le numérique au quotidien?
Oui, alors je crois qu'il faut passer, faut avoir tout rempli pour pouvoir valider. Mais c'est pour ça que je vous avais tout de suite donné plus de temps. Les deux premiers qui ont réussi à valider, super. Je vous rassure, les prochaines questions sont plus faciles. Et là, j'ai mis tout de suite un peu dur pour que vous vous endormiez pas après le déjeuner. Il reste une petite minute pour valider pour ceux qui le souhaitent. Ah, tiens, je vois qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Est-ce que c'est une fausse manip ou... Est-ce que la création des quiz sont gratuites? Très bonne question. Alors, pour WooClap, il y a une partie qui est gratuite, mais qui a relativement peu de fonctionnalités. Et du coup, sinon, il faut se créer un compte payant. Mais il y a pas mal d'autres outils. Notamment, il y en a un qui s'appelle Kahoot, si vous connaissez. Kahoot, K-A-H-2-O-T. Ou... Non. Enfin, c'est une plateforme italienne, mais il y a une possibilité de le faire en français sans problème. Et c'est pareil, il y a une plus grosse partie qui est gratuite. Puis après, quand on veut des fonctionnalités un peu premium, c'est là que ça devient payant. Ok, avant de vous donner les réponses, juste ce qu'il y a derrière ça, disons que pourquoi on associe illettrisme, illectronisme aussi, ou qu'on dit que parfois dans l'illettrisme, il y a aussi maintenant le numérique comme compétence de base. C'est parce que vraiment, le numérique est devenu indispensable au quotidien pour des choses très très simples. On peut parler de fait culturel total, comme l'avait conceptualisé Marcel Mauss pour ceux qui connaissent. Ça a complètement envahi notre société. Et là, en tout cas, aujourd'hui, on pourra en reparler plus tard, mais le débat n'est pas trop de savoir si c'est bien ou pas. On peut avoir chacun son avis et c'est bien d'avoir un avis, je pense, mais en tout cas, là, nous, on part plutôt du constat que le numérique est là, il est imposé, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on se dit, autant prendre le train, autant accompagner les personnes à prendre ce train et en faire un levier d'insertion plutôt qu'un autre facteur d'exclusion. Voilà, alors tout le monde n'a pas eu le temps de terminer de voter, mais c'est pas très grave. Vous avez les réponses normalement qui s'affichent sur votre téléphone. Mais de toute façon, c'était plus pour vous faire travailler, il n'y a pas de secret. Et puis vous n'avez peut-être pas exprimé exactement tel que c'est. Les réponses c'est très pré-rempli, mais voilà, rapidement, évidemment, pour prendre un billet de train, chercher un horaire, un itinéraire et de ça, aujourd'hui, le numérique aide beaucoup. Suivre la scolarité de son enfant, suivre les notes de son enfant, là c'est le deuxième picto. Ensuite, tout ce qui concerne la banque en ligne, les paiements en ligne, le suivi budgétaire, etc. La santé, prendre un rendez-vous chez le médecin, Doctolib, la vaccination, on l'a vu là récemment. En bas à gauche, de manière générale, on a tous les loisirs. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de jeux, s'amuser, se divertir, regarder des films, etc. Le numéro 6, c'est plutôt tout ce qui concerne l'accès aux droits, remplir des formulaires, une démarche administrative, etc. En numéro 7, c'est très vague, mais derrière, c'était l'idée du compte personnel de formation. Aujourd'hui, ça fait partie des démarches uniquement en ligne. Et puis enfin, en 8, c'est toutes les bornes aussi. Donc, parfois, quand on pense numérique, c'est ordi, smartphone, tablette. Mais aujourd'hui, on se rend compte dans plus en plus d'endroits, on a accès à du tactile. Prendre un billet de train, payer son parc-mètre, commander chez McDo, etc. Et pour tout ça, c'est du numérique et il faut être à l'aise dessus pour pouvoir
pour pouvoir agir. Ah bah voilà, j'avais affiché ici. Il fallait mettre tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Prochaine question. À votre avis, quand on parle d'électronisme, quel est le pourcentage de Français et de Françaises qui se disent pas complètement autonomes avec les outils numériques? Est-ce que c'est 25%, 30%, 35% ou 40%? Qui se disent pas complètement autonomes. C'est du déclaratif. C'est du déclaratif, c'est des chiffres de l'INSEE hein, qui sont sortis dans le dernier baromètre du numérique, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps en septembre. Voilà. Alors après aussi, ça dépend de ce qu'on appelle être autonome. Mais on est même 30 maintenant, on a gagné encore un participant, super. Il vous reste 10 secondes pour les derniers pour valider. Pensez à valider votre réponse. On va voir un petit peu qui a voté où. Beaucoup montent jusqu'à 40%. C'était bien senti, mais la réponse officielle, c'est 35%. 35%. 35%, c'est le chiffre officiel là, du dernier baromètre du numérique. Ça dépend évidemment comment on mesure. Là, on parle vraiment de personnes qui ne sont pas complètement autonomes. Ça veut dire qu'il y a 4 compétences de base qui ont été identifiées, un peu comme quand on parle des niveaux là, pour l'illettrisme, si j'ai bien compris. Et donc, il y a au moins une des 4 compétences qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Et ça représente le chiffre souvent associé qu'on entend souvent, c'est 13 millions de personnes en France qui sont en difficulté sur le numérique. Tu pourrais nous préciser les 4 compétences rapidement? Oui, alors moi je les ai plus en tête parce que c'est le référentiel un peu technocratique, mais en gros c'est pouvoir communiquer donc via des mails, etc. Pouvoir utiliser des logiciels. C'est toujours la même chose, on ne précise pas exactement lesquels ou jusqu'à quel point. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les 4 compétences? J'ai un doute, j'ai une petite infographie qui vous montrera ça, je ne l'avais pas mis. Non, non, on reparlera de la sécurité, mais ça ne fait pas partie aujourd'hui des compétences de base du numérique considérées comme... Ouais. Et c'est d'ailleurs un gros enjeu. 13 millions de personnes, c'est énorme. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, on parlait ce matin des 2,5 millions d'illettrismes. Là, on est encore plus. Hein, c'est plus de 5 fois plus. Quoi. Donc voilà, c'est pas du tout un phénomène à la marge. C'est un phénomène dont on prend conscience que depuis récemment, vraiment, les pouvoirs publics, etc. Et donc, il y a des grosses actions qui commencent à être menées et qui vont être menées encore pendant un certain temps, vu le besoin. À votre avis, autre type de question? Ouais, là jusqu'avant on faisait des QCM. Maintenant, c'est à vous d'inventer les réponses. À votre avis, quels sont les principaux freins à l'inclusion numérique? Pourquoi on se retrouve en situation d'électronisme ou d'exclusion numérique? Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Sentez-vous libre. Je vais d'ailleurs en afficher quelques-unes. Alors évidemment, on voit qu'il y a des choses qui se recoupent. Il vous reste une petite dizaine de secondes. Et voilà, le gong a sonné. Super. Merci beaucoup, parce que moi, ça m'intéresse toujours de voir à quoi vous pensez en premier. On voit qu'il y a un gros enjeu sur l'équipement en tant que tel, peut-être le coût du matériel, un autre enjeu sur la connexion, pas d'accès Internet parce qu'il y a des zones blanches ou autres. Il y a plusieurs qui ont cité la peur, la crainte, l'insécurité, etc. Ça semble très, très intéressant aussi. Et puis, alors bien sûr, le manque de formation hein, sur les compétences, d'ailleurs, qui a été relativement peu cité comme ça. L'illettrisme en tant que tel, bien vu. Et puis, quelqu'un qui parle de perplexité face à la complexité des outils, etc. Écoutez, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Elles sont toutes bonnes. Juste pour préciser un petit peu, il y a donc effectivement des freins, des premiers freins, on pourrait dire. En gros, aujourd'hui, si on n'a pas d'équipement, si on n'a pas de matos à la maison,
compliqué de devenir autonome. On a beau aller prendre un cours ou aller au cybercafé ou à la bibliothèque une fois par semaine ou autre. Si on n'a pas son propre matériel, c'est quand même pas évident. Surtout que c'est des usages qui évoluent beaucoup. Donc voilà, il y a un enjeu sur l'équipement. Et pour rappel, même un smartphone d'entrée de gamme, ça représente quand même un quart de RSA. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Ça se casse vite, ça devient rapidement obsolète, etc. Donc, gros enjeu sur l'équipement. La connexion, qui n'est pas forcément liée. Hein. La connexion, il y a les zones blanches, mais il y a aussi juste le coût d'avoir du forfait sur son téléphone, une box Internet chez soi, etc. Il y a des gros freins liés à ça. Et bien entendu, le manque de compétences numériques. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend systématiquement à l'école. Et puis, il y a plein de gens qui sont sortis de l'école bien avant que le numérique arrive, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre tout ça dans leur parcours professionnel ou autre. Donc voilà, il y a un gros enjeu sur ce qu'on appelle les usages du numérique. Puis dans les freins, il y a évidemment, vous parliez de l'illettrisme, mais de manière plus générale, la barrière de la langue, et qui aujourd'hui, pour vous donner un exemple, voilà, des publics issus de parcours de migration qui peuvent être très à l'aise sur le numérique, sur leur smartphone par exemple. Hein, souvent, si ils sont arrivés jusqu'en France, c'est qu'ils avaient besoin de ça. Mais faire une démarche sur la CAF ou une démarche à la française, le numérique à la française, ils peuvent être démunis, donc juste parce que la langue leur pose problème. Et puis enfin, en dessous, c'est plutôt, on pourrait dire, des freins d'ordre cognitif ou psychologique. Voilà, certains ont parlé de peur. La peur, nous, on la vit au quotidien là, chez Emails Connect. C'est le premier frein, qui est pas si compliqué à lever, sans immodestie, mais il y a des leviers, quoi. Mais si on lève pas ce premier frein, on pourra pas avancer. Et la peur, c'est en général soit peur du numérique en soi. Les personnes connaissent pas le numérique, donc ils entendent parler à la télé, à la radio, des GAFAM, des pirates, des cookies, etc. Du coup, ils se disent, oula, je vais pas me mettre là-dedans, ou des arnaques, etc. Ou peur de pas y arriver. Ils se disent, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils remettent le moment de s'y mettre vraiment, du coup, ils s'en font une montagne, et ils se disent, je vais jamais y arriver, surtout si je suis tout seul. Donc il y a un travail de réassurance, de déconstruction de tous ces freins-là, de toutes ces peurs-là. Alors bien sûr, le numérique, c'est pas tout rose, il y a des choses compliquées. Tout à l'heure, monsieur parlait des enjeux de la sécurité. Et évidemment, je pense que dès le départ, il faut sensibiliser à ces enjeux-là. Mais parfois, on fait l'analogie avec la voiture. Ouais, conduire, évidemment, on prend des risques. Évidemment, on peut avoir un accident, on peut en provoquer un. Mais si on passe le permis de conduire, a priori, ça va nous aider à s'y débrouiller un petit peu plus. Et puis, c'est en pratiquant qu'on va... Voilà. C'est un peu pareil pour le numérique. Il faut être initié, il faut essayer de passer ce permis de conduire numérique qui n'existe pas encore, peut-être un jour, pour ensuite pouvoir naviguer à peu près en autonomie. Ok, prochaine question, assez facile. Les jeunes sont nés avec le numérique, du coup, ils ne sont pas concernés par l'exclusion numérique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Dépêchez-vous, il n'y a plus que 5 secondes. Là, c'est un test de rapidité. Ah, ça fait plaisir. Personne ne s'est trompé. Bon, du coup, je ne donne pas trop d'explications. Évidemment, c'est faux. Il y a plein de jeunes qui sont en situation d'exclusion numérique. Et vous le comprenez avec les freins qu'on vient de voir, parce qu'ils n'ont pas le matos, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir un forfait qui marche, parce qu'ils sont très à l'aise avec leur smartphone pour aller sur Facebook, sur YouTube, etc. Mais quand on leur demande d'aller déposer un dossier sur la CAF, de chercher un job ou un appartement, ou ne serait-ce peut-être que d'envoyer un mail, pas mal de jeunes qui aujourd'hui n'utilisent pas du tout le mail, parfois n'ont pas d'adresse ou ne savent pas envoyer une pièce jointe. Voilà, ils sont en situation d'exclusion numérique et donc il va falloir pouvoir les aider. Voilà, comme vous êtes unanime là-dessus, je passe rapidement. Pas grand-chose à vous apprendre. Je vois qu'il y a un autre petit message où c'est le même. Avez-vous le numéro de la fille qui sert le café? Je suis pas sûr d'avoir compris la référence. Sur les publics qui sont touchés par l'exclusion numérique. Là, c'est une petite infographie qu'avait proposée l'ANSA, l'Agence nationale des solidarités actives, si je ne dis pas de bêtises. C'est théorique, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez, là, sur l'axe en vertical, on a les possibles difficultés d'accès, vraiment, et puis en horizontal, les difficultés d'usage. Et il y a des espèces de persona type, qui un peu sont positionnés. Et donc, voilà, on voit qu'en gros, une personne qui a l'air un petit peu âgée, en réalité, elle a plus de risques d'être en difficulté sur les deux aspects, et donc d'être en forte situation d'exclusion numérique, que par exemple une chargée d'accueil en MSAP ou quelqu'un qui va créer son entreprise. Encore une fois, c'est très théorique, peu importe. Vous voyez là, on retrouve les personnes qui maîtrisent mal l'écrit, par exemple, mais aussi des travailleurs sociaux, dont vous faites peut-être partie.
et vous vous sentez vous-même peut-être pas complètement autonome, sous une certaine forme en situation d'électronisme. Ça pourrait être intéressant de faire le même exercice qu'on a fait avec les deux témoins de ce matin. On leur a demandé est-ce que vous vous sentez en situation d'illettrisme? Est-ce qu'on vous pose la question est-ce que vous vous sentez en situation d'électronisme? Ben, peut-être certains vont avoir la même réaction parce que c'est pas très à l'aise de reconnaître une difficulté, une fragilité comme ça. Donc voilà, c'est en passant. Question suivante, toujours un vrai-faux, justement sur les liens entre illectronisme et illettrisme. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes en situation d'illettrisme sont aussi en situation d'électronisme? Le gong a sonné. Ah, c'est un petit peu plus partagé. C'est un petit peu plus partagé. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir pour expliquer pourquoi une personne qui avait dit que c'était vrai, selon vous, pourquoi? Parce que l'immense majorité des contenus numériques passent quand même par l'écrit. Enfin, moi, c'est ça qui m'a... Je ne sais pas si tout le monde a raisonné de la même façon, mais... Ok. Et alors, quelqu'un qui a dit plutôt faux? Ouais, bonjour. Ouais, pour moi, en fait, comment je vois les choses, il y a déjà beaucoup d'assistants pour la frappe. Il suffit tout simplement de taper un message, hein. On écrit les 2 premières lettres, il y a le reste qui s'affiche, on n'a qu'à appuyer sur valider. Ensuite, pour ce qui est des jeunes, ils utilisent beaucoup aussi des messages qui sont vocaux. Donc ils se les envoient comme ça, et donc il n'y a plus besoin d'écrire. Donc on n'est plus obligé de faire ça comme ça. Ensuite, il suffit tout simplement de voir la qualité, alors je ne vais pas faire un petit peu vieux jeu de dire ça comme ça, mais la qualité orthographique qu'on peut avoir sur certains messages. Et on se rend compte que, en définitive, le fait de mal maîtriser les savoirs de base n'est pas forcément non plus un problème à la communication. Voilà pourquoi je crois qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben merci pour ces 2 petits avis, réactions. Du coup, j'ai été convaincu par monsieur. Non, voilà, moi je considère aussi plutôt que c'est faux, notamment là, avec les mêmes arguments, mais pour vous, ça peut être utile d'avoir ça en tête, c'est que justement, une personne qui est en situation d'illettrisme, si ça se trouve, le numérique va être un levier vraiment qui va lui plaire, qui va plus lui parler pour pouvoir avancer sur son illettrisme. Et qu'elle peut être, voilà, il y a des personnes qui peuvent être tout à fait à l'aise sur des usages, même bien plus à l'aise que vous. Je vous donne un exemple, vous faites un atelier voilà, de sociolinguistique, désolé encore, je ne connais pas bien les termes, mais dans le cas de la levée de l'illettrisme, et peut-être qu'à un moment vous allez galérer sur votre ordi pour charger une vidéo ou autre, et c'est cette personne-là qui va venir vous aider, parce qu'elle s'y connaît beaucoup mieux avec ces langages-là, ces repères-là. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Inversement, il y a aussi des personnes qui sont en situation d'électronisme et qui ont pourtant des cultures, des niveaux de diplôme très élevés. Hein. Donc voilà, l'inverse est vrai aussi. Ceci étant dit, parmi, je pense, les 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, il y en a quand même une grosse partie, à mon avis, qui sont aussi, d'une manière ou d'une autre, pas complètement autonomes sur le numérique, c'est sûr, quoi. Donc, on voit bien que la lutte doit être commune. À votre avis, 33%, c'est le nombre de Français et Françaises qui souhaiteraient se former dans un lieu dédié, ou c'est le nombre de Français et Françaises qui ne se connectent jamais à Internet? Encore quelques secondes pour valider. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Pareil, c'est partagé, et même si nette dominante de réponse fausse, puisque la bonne réponse, c'est les personnes qui veulent être formées.
Peu importe si c'est faux. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a quand même un tiers des personnes en France qui souhaiteraient pouvoir accéder à des lieux où ils peuvent être accompagnés sur le numérique. C'est énorme, c'est énorme. Il faut qu'il y ait ces lieux-là. Je ne connais pas bien le territoire des Ardennes. Il y en a sûrement, hein, mais il faut qu'il y en ait. Il y en a peut-être pas assez, quoi. Donc il faut qu'il y ait ces lieux-là. Il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Heureusement, il y a plusieurs dispositifs. On pourra en reparler. En passant, le pourcentage de Français qui se connectent jamais à Internet, c'est 16%. Voilà, un petit peu près la moitié qu'on a ici. 16%, et alors ça dépend aussi de ce qu'on met derrière jamais, mais je pense que ça veut dire moins de 3-4 fois par an. C'est des chiffres du baromètre numérique. Hein. Mais c'est quand même encore énorme s'il y a 16% des personnes qui vont jamais sur Internet, à mon sens. Pour terminer sur les profils, alors vous l'avez compris, sur des aspects, des indicateurs sociodémographiques, c'est pas très étonnant, c'est assez intuitif. Plus on est âgé, moins on a un niveau de diplôme élevé, plus on est pauvre, et ça, plus on est en zone rurale, plus on a de risque d'être en situation d'électronisme. Mais là, au sein des Maze Connect, au sein de nos publics, on a mené une étude qui date un peu, mais peu importe, c'est pour vous donner des grosses masses. Et à l'époque, c'était pas 35%, c'était 40%. Désolé, je commence à vous perdre sur des chiffres, mais voilà. On avait identifié 3 types de profils de personnes en situation d'exclusion numérique. Les premiers, c'est vraiment ce qu'on appelle les exclus du numérique, là, les 7%. C'est des personnes qui ont aucun usage, ou quasiment aucun, et qui ne sont pas en capacité d'apprendre, pour différentes raisons. Justement, peut-être l'illettrisme, un âge trop avancé, une instabilité dans leur vie qui fait qu'ils ne peuvent pas se mettre dans un parcours de formation. Et pour autant, il faut agir, parce que sinon, c'est souvent synonyme de non-recours au droit. Ici, on ne parle en plus que d'accès au droit. Donc la solution, c'est ce qu'on appelle l'assistance numérique. L'assistance numérique, de manière très concrète, et probablement plusieurs d'entre vous le font au quotidien, c'est faire les démarches à la place de la personne. Parfois avec la personne à côté, parfois pas. Et on sait tous les problèmes que ça peut poser. Voilà, on pourra en reparler. Au milieu, on a ce qu'on appelle les éloignés du numérique. C'est le gros du paquet. C'est un peu la même chose des personnes qui ont quasiment aucun usage sur le numérique, mais qui pour le coup sont en capacité d'apprendre. Alors on ne devient pas autonome sur le numérique du jour au lendemain. Je ne sais pas vous, mais... voilà, c'est des heures et des années, on ne se rend pas trop compte, ça s'est fait au fil du jour. Donc c'est des processus de formation assez longs, mais aujourd'hui il y a des outils très performants et si on arrive à lever ces freins liés à la peur, la motivation, etc., ça peut fonctionner. En tout cas chez Maze Connect, nous on fait ça au quotidien, c'est notre cœur de métier et ça marche plutôt bien. Et puis enfin on a ce qu'on appelle les proches du numérique. Là, les 14% qui ont déjà des usages. Par exemple, ça peut être une personne qui sait envoyer un mail, qui est plutôt à l'aise sur son smartphone, mais quand il fait passer à un autre terminal, par exemple, passer à l'ordinateur, là, elle est un peu perdue, ou sur un autre type de démarche. Je sais pas, récemment, il y a une personne qui a son mail, sait même commander des courses sur Internet, mais déclarer ses impôts, maintenant ça se fait sur Internet. Les impôts, c'est important, il ne faut pas se tromper. Et du coup, elle vient nous voir pour dire est-ce que vous pouvez me montrer, je vais être sûr de ne pas faire de bêtises, etc. Donc, voilà, la solution, on appelle ça le coup de pouce. Mais souvent, c'est des accompagnements individualisés, personnalisés, plutôt ponctuels, où ça peut être 2, 3, 4 fois pour que la personne ensuite acquiert l'autonomie là-dessus. L'autonomie, donc 60%, je ne sais pas si tous là dans cette salle, on est à peu près autonome. Autonome, ça ne veut pas dire être un geek, un crack de l'informatique. Hein, on sait pas tout, il y a toujours des problèmes, mais ça veut dire, a priori, trouver des leviers dans son entourage, sur des forums, et ça pour trouver une solution quand on est un peu bloqué. Voilà. Prochaine question. À votre avis, sur l'ensemble des services publics français, combien de pourcentages sont aujourd'hui disponibles en ligne? Est-ce qu'on a 75, 80, 85 ou 90%? L'ensemble des services publics français... Combien sont disponibles en ligne? Petite nuance, c'est pas combien ne sont disponibles qu'en ligne, c'est combien sont disponibles en ligne. Je crois qu'en fait, on n'est plus que 23 à jouer, 24. On va pouvoir s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que ça donne, les résultats? Il y en a qui ont mis le paquet à nouveau, 90. La bonne réponse, c'était 85. C'est les chiffres qui viennent de sortir, là, il y a un mois. C'est un truc qui s'appelle l'Observatoire numérique, qui était très fier d'annoncer qu'il y avait 9 services publics français nouveaux qui sont disponibles en ligne. Donc en tout, il y en a 231 sur 250. C'est pas tous les services français publics de la France et de Navarre, par exemple. Je ne sais pas si
l'inscription scolaire ou à la cantine à Charleville, est-ce que se fait en ligne ou pas? En tout cas, elle n'est pas, à mon avis, référencée là-dedans. Mais c'est la plupart des services, enfin les services quotidiens qui touchent des millions de personnes. Voilà. 85%. Je sais pas, il y a des réactions, ça vous semble beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Sachez qu'en tout cas, la volonté, c'est d'aller plutôt vers 100%. Vous avez sûrement entendu parler de l'objectif d'une administration 100% dématérialisée. Et l'objectif, c'est pour 2022, dans 2 mois. Alors 100%... Ah pardon, une réaction. C'est reparti avec le micro. Ouais, non, votre question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, moi, je suis de France Service, donc je vais juste vous dire ce que j'en pense par rapport à ce que j'en vois tous les jours. Ça dépend des générations. Il y a des générations que ça met en souffrance, quoi, clairement. Si vous prenez une personne de 70 ans qui est propriétaire, qui doit se connecter à la CAF, enfin, j'ai déjà vu un monsieur qui a 90 ans qui était en pleurs, quoi. Enfin, en pleurs, il avait les larmes aux yeux, parce qu'il se sentait humilié. Et je peux comprendre. Et voilà, on les oblige en fait à utiliser un outil qu'ils n'ont jamais utilisé de leur vie, et on les force. Donc en fait, ça fait une sorte d'une forme. Pour eux, ils le vivent comme une forme de maltraitance en fait. Ils disent, pourquoi vous attendez pas un petit peu, quoi, les générations d'après, il y aura pas de souci, mais nous, on a vécu sans. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort pour certaines générations, c'est ça. Donc ça dépend vraiment. D'autres s'en fichent, d'autres disent bon vous êtes là, tant mieux quoi. Voilà. D'autres sont un petit peu vexés parce qu'ils se débrouillent bien sur Facebook et puis quand ils voient qu'il faut aller sur les impôts, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est autre chose. Mais il y a des générations, c'est vraiment de la souffrance quoi. Voilà. Ouais, alors, encore une fois, moi sur le débat bien ou pas bien, je vais pas me positionner, en tout cas pas publiquement. Mais je pense que il y a effectivement un enjeu de génération. C'est-à-dire que l'État a fait le choix de ne pas attendre que la génération, pour dire grossièrement, des plus de 75 ans aujourd'hui, ne soit plus là pour se mettre au numérique, prendre le virage du numérique et l'imposer, comme vous dites, à tout le monde. Mais du coup, il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'apprendre. Et parmi les personnes âgées, c'est le cas, enfin, pour beaucoup. Donc il y a des solutions à mettre en place, et c'est notamment l'assistance numérique, et c'est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a le métier dit écrivain ou écrivain public numérique qui se développe beaucoup. Vous parlez de l'espace France Service, vous avez sûrement entendu parler des conseillers numériques qui arrivent là dans les territoires et qui vont en partie avoir ce rôle de faire à la place d'eux parce que de toute façon la personne elle ne le fera jamais toute seule. C'est un constat et je pense que même les pouvoirs publics sont assez lucides là-dessus. Cela dit, voilà, il y a quand même un volontarisme clairement affiché. Vous voyez là, ça c'est pour le coup, c'est les démarches qui ne sont disponibles qu'en ligne. Et la première, c'était la prime d'activité de la CAF début 2016. Donc ça fait quand même déjà bientôt 6 ans. Et puis après, il y a eu Pôle emploi, la carte vitale, les impôts, tout ça qu'on suivi. Ça va continuer. Encore hier, je ne sais pas si certains ont écouté France Info, il y avait la présidente, je crois, du Secours catholique, si je dis, ou Secours populaire plutôt, qui alarmait sur le fait que ce n'est pas possible de continuer cette marche forcée. Et l'État lui-même est un peu en train d'y revenir sous certains aspects. Mais bon, il y a cet objectif quand même d'aller assez loin. Je ne sais pas si on ira jusqu'à ce que fait l'Estonie, qui a, je crois, 99% de son administration en ligne. Je crois qu'il n'y a plus que 2 démarches qui ne peuvent pas être faites en ligne, dont notamment se marier. On est obligé de se voir en réponse mariée, apparemment. Mais le reste, c'est en ligne. À votre avis, justement, on parlait de vous, là, les travailleurs sociaux, combien il y en a qui se déclarent, ça c'est pareil, c'était une enquête qu'on avait fait en interne, qui se déclarent être obligés de faire à la place de la personne? Est-ce que c'est 35, 50, 75 ou 85%? Attention, il ne reste plus que 3 secondes, validé. Et c'est 75% qui a gagné au dernier moment. Bravo, parce qu'en plus, c'était la bonne réponse. Bravo à ceux qui ont répondu ça. Voilà, donc quand même les 3/4 des travailleurs sociaux déclarent être obligés de faire à la place d'eux. En général, là, dans ce qu'on avait recueilli, pas mal s'en plaignent, hein, disent on n'est pas formés, c'est pas forcément notre métier, nous-mêmes on n'aime pas le numérique, ou on n'est pas à l'aise, etc. Mais c'est une réalité. Le problème de faire à la place d'eux, il y a des gros enjeux, au-delà du temps que ça prend et que parfois, normalement ce temps il doit être investi pour d'autres choses, etc. C'est les enjeux de sécurité, vous en parlez, de confidentialité, parce que souvent ça se termine en je vous laisse mon adresse mail, mon mot de passe, mes accès à mon compte bancaire, à mon compte Amélie, etc. Et là, il y a des gros enjeux.
D'autres enjeux aussi quand il y a une erreur. On parlait des impôts tout à l'heure. Si vous aidez, je dis au hasard, votre maman âgée qui n'arrive pas à faire ses impôts toute seule, et s'il y a une erreur, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de votre faute? Et là-dessus, pas vraiment de jurisprudence aujourd'hui. Donc voilà. Il y a un cadre qui est en train de se mettre en place, un cadre juridique qui permet un peu de mieux cadrer ça. Ça s'appelle Aidant Connect. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler. Sinon, renseignez-vous, Aidant au pluriel. Vous pouvez être habilité pour être Aidant Connect. Et ça vous permet de justement faire signer un papier, un mandat qui vous protège et aussi protège la personne qui est aidée. Et juste pour faire un parallèle avec ce qu'on disait ce matin, là, un des intervenants parlait de, on fait remplir les papiers, mais enfin, on remplit les papiers à la place de la personne, mais on lui fait signer à la fin, on lui fait cocher la case, c'est symbolique, mais pas que. C'est la même chose pour le numérique, il faut vraiment faire ça, notamment le fameux clic de validation à un endroit, il faut que ce soit la personne qui le fasse pour qu'elle ait cette dimension symbolique et engageante. En tout cas, nous, c'est une de nos recommandations dans les bonnes pratiques du quotidien. On passe un peu à un autre registre. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous pouvez peut-être l'agrandir sur votre téléphone. À votre avis, pourquoi je vous montre cette image? Quel lien vous percevez avec notre schmilblick du moment? C'est pas très lisible, lisez, peu importe là, les indications. Regardez-la de loin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première étape? Sécurité, accès à tous, surveillance, accompagnement, je sais pas, c'est bien, faut être honnête parfois. Aucune idée, Big Brother. Ok. Tout le monde n'est pas repéré. Aide. Ok, bon, super, vous avez quand même eu des bonnes idées. Pourquoi je vous ai montré cette image? Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça représentait, désolé, la qualité est mauvaise. C'est effectivement un schéma d'un aménagement urbain là, sur un passage piéton avec un trottoir et puis effectivement on voit un petit feu. Maintenant oui. C'est un peu le même jeu que le kakémono là-bas, il fallait avoir des lunettes spéciales pour pouvoir... Non, pourquoi je vous ai montré ça? En fait, c'est mon côté urbaniste qui ressort, et parce que je me suis dit qu'il y avait un parallèle intéressant. En urbanisme, aujourd'hui, c'est assez à la mode de considérer que pratiquer ce type d'aménagement qui augmente la fluidité des déplacements, on le fait pour des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite, etc. Et en fait, ça sert à tout le monde. Le jour où vous avez la jambe cassée, vous avez une valise, vous avez votre poussette, le fait d'avoir un trottoir accessible, ça va vraiment vous aider. Le fait d'avoir une bande rugueuse, ça aide à se repérer dans l'espace, etc. Je rentre dans pas plus de détails, mais le parallèle sur le numérique, c'est la même chose. Faire des sites, des applications qui sont accessibles, intuitives, qui n'ont pas trop de texte, etc. C'est un gros effort qui est inscrit dans certaines chartes, voire certaines obligations aujourd'hui, et dont plusieurs acteurs, publics, privés, de ça, se saisissent. Voilà, ça sert à tout le monde. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Et je dis ça plutôt en préventif, parce que souvent, les travailleurs sociaux, quand j'interagis avec eux, ils se plaignent que justement les sites de la CAF, etc., sont pas assez bien faits, sont pas assez fluides, etc. C'est vrai, mais on va vers du mieux. Et je peux vous le montrer parce que là, j'ai fait ce petit travail de rechercher les archives du site de la CAF. Ça, c'est le site de la CAF en 1999, février 1999. Ça coïncide la même année que Jospin tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un hasard. Et voilà, le site de la CAF, c'était juste ça. Donc, il disait, tiens, Internet, ça commence à être important, on va s'y mettre. Quelques mois après, le site de la CAF, c'était ça. Alors voilà, ça nous fait rigoler les couleurs et tout ça qui sont un peu vintage, mais ils avaient quand même, c'était simple. Au moins, on s'y perdait pas trop. Et ils avaient quand même déjà mis un petit copyright au cas où on leur piquait leurs idées. Quelques mois après, ils ont rajouté un menu qui, d'un coup, là, c'était un peu moins lisible. Voilà. Il y a un peu plus de 20 ans, la CAF, ça ressemble à ça. Et vous allez voir l'évolution. Quelques années après, ils se sont dit, il faut qu'on rechange tout. Donc, c'était en maintenance, ils ont caché tout ça. En 2014, voilà, c'était déjà un petit peu plus lisible. Des couleurs, des photos, des menus, une architecture, etc. Moi-même, je ne suis pas spécialiste, mais voilà comme ça que je le perçois. Et puis aujourd'hui, le site de la CAF, il ressemble à ça, c'est peut-être un petit peu petit.
Mais quand même, moi je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens. Il y a beaucoup plus de pictos, il y a beaucoup moins de textes, de longues phrases à lire, etc. Je ne sais pas si vous voyez, tout en haut, il y a un petit bouton accessibilité où on peut régler le contraste. Voilà, il y a quand même des choses qui évoluent. Et puis j'ai pris l'exemple de la CAF, mais il y a plein d'autres exemples. Si ça vous amuse, je ne sais pas si vous connaissez ce site, s'appelle Wayback Machine. Vous pouvez taper n'importe quel site internet et vous avez tout l'historique depuis qu'il existe. Et comme ça, vous pouvez retrouver les sites que vous aimez bien, vous pouvez retrouver comment ils étaient il y a 10 ans, 15 ans, etc. Voilà, donc l'accessibilité, c'est un fort enjeu là, sur le numérique et c'est un sujet qui est pris en compte. Question suivante. À votre avis, cette image, elle est issue de quoi? Est-ce que c'est d'une publicité pour un smartphone? Est-ce que c'est une affiche de la NLCI? Est-ce que c'est un sticker WhatsApp? Est-ce que c'est une parodie d'une pub de Samsung? Ouais, alors peut-être si ça rame un peu, c'est parfois à cause de la data, le temps que ça synchronise. Hop. Alors, il n'y a eu que quelques réponses, peu importe. Personne n'a pensé à WhatsApp et quelques-uns ont pensé à l'ANLCI. C'était la bonne réponse. Et effectivement, c'était une campagne de 2013 qui justement sensibilisait sur le fait que les gens qui ne pourront pas lire cette affiche, c'est qu'ils sont en situation d'illettrisme. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, voilà, je vous parlais du smartphone. Je pense qu'aujourd'hui, le smartphone peut être un vrai allié dans la lutte contre l'illettrisme. En tout cas, si on se dit que le numérique peut aider à ça. C'est un outil, voilà, de plus en plus de personnes sont équipées, ça coûte moins cher qu'un ordi, etc. C'est beaucoup plus fluide, c'est du tactile. C'est un outil que les gens utilisent déjà pour des usages assez ludiques, sur lesquels ils sont à l'aise et qu'ils aiment bien. Donc n'hésitez pas à vous-même vous saisir des usages possibles sur le smartphone. Et ce que je fais par exemple à WooClap, vous pouvez très bien le reprendre, vous voyez, ça marche assez facilement. Autre petite question dans le même genre, que vous évoque cette image? Que vous évoque cette image? Est-ce que c'est plutôt que les jeunes passent leur temps sur le téléphone, que les jeunes ne savent plus que communiquer par le numérique, qu'ils sont en train de chercher des infos sur Rembrandt, ou qui... Oula, c'est pas ça. Voilà. Alors, il n'y avait pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Je vois que c'est à peu près partagé. Il y en a peut-être qui ont cliqué sur plusieurs réponses en même temps. Mais toutes les réponses sont probablement bonnes. Je ne connais pas ces jeunes-là, c'est pas moi qui ai pris la photo. C'est juste pour vous sensibiliser sur le fait que cette idée que quand on traîne ses yeux sur le smartphone ou sur l'ordi, etc., c'est forcément pour faire des bêtises, c'est faux. Enfin, ça peut être faux. Et voilà, je ne sais pas quelle est votre position, votre pratique personnelle, mais il ne faut pas que vous ayez de réaction, à mon sens. Le smartphone, c'est le numérique, il ne faut pas le faire, etc. Au contraire, quoi. Aujourd'hui, ça va dans le sens de ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça peut être un vecteur vraiment intéressant. C'est l'heure. Je termine en 5 minutes. Ça va? Et bien justement, pour terminer, on va passer ça. Vous parlez 2 minutes d'Emmaüs Connect, et d'ailleurs vous pouvez jouer en même temps. À votre avis, qui est le directeur ou la directrice d'Emmaüs Connect sur cette photo? Et vous voyez, là encore, petit arrêt sur image, mais vous pouvez pratiquer ce genre de choses avec vos publics qui ne savent ni lire ni écrire. Hop, juste ils ont besoin d'appuyer au bon endroit. C'était juste pour vous montrer les fonctionnalités de WooClap. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Non, moi je ne suis pas le directeur. Et personne n'a voté pour les bonnes personnes. En l'occurrence, c'est 2 co-directrices assez jeunes là, qui ont pris la direction il y a 2 ans, qui dirigent aujourd'hui Emmaüs Connect au niveau national. Emmaüs Connect, on est une association du mouvement Emmaüs. Le mouvement Emmaüs, c'est très très grand, hein, vous connaissez peut-être. Donc au quotidien, on est relativement indépendant de peut-être la communauté Emmaüs du coin ou un chantier d'insertion Emmaüs. Mais voilà, on se retrouve sur un certain nombre de valeurs, une charte
qui nous lie là, sur la solidarité, l'accueil inconditionnel, la capacité à s'indigner, à se mobiliser, là, sur les traces de l'abbé Pierre qui était engagé politiquement, hein, était député pour vous rappeler, et puis d'accompagner du coup les personnes sur l'exclusion numérique, mais en priorité celles qui sont en précarité de base, enfin, qui cumulent précarité sociale et précarité numérique. Vous voyez nos publics, beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, beaucoup de personnes qui gagnent pas ou peu et qui sont pas bancarisés. On agit, du coup je passe un petit peu rapidement là-dessus, on agit sur 3 leviers principaux. On connecte les personnes, ça c'est notre activité historique. Concrètement, on vend à tarif solidaire des recharges internet et du matériel. Recharge internet et téléphonique justement. On vend du matériel équipé, là, ordinateur, smartphone, tablette. Et puis enfin, on accompagne à travers des parcours d'initiation, des accompagnements individualisés, etc., comme je vous en avais parlé. Et pour terminer, vous dire un petit peu comment, où on est présent aujourd'hui en France. Les points jaunes, c'est où on a des points d'accueil, dans plutôt les grandes villes de France, vous le voyez. Et les petits triangles bleus, c'est ce qu'on appelle les relais numériques. C'est pas des structures Emmaüs, mais c'est des structures sociales, associatives ou autres, qui reprennent un peu nos outils, notre méthodologie, et font un peu la même chose. Et j'en profite pour vous dire que dans le Grand Est, on est essentiellement présent à Strasbourg, vous le voyez, on a quelques relais numériques, mais depuis le début du mois d'octobre, on a lancé un nouveau projet, notamment dans les Ardennes, qui s'appelle Ruralité Connectée, et dont le but est d'aller proposer des parcours d'initiation au numérique dans des endroits en milieu rural qui en ont besoin. Et peut-être, pourquoi pas, dans vos structures. Il se trouve qu'en plus, Meggy Gombert, qui est là au milieu, Meggy, tu peux te lever peut-être, c'est la tout fraîchement recrutée chargée de déploiement pour ce projet Ruralité Connectée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de l'atelier pour pouvoir en parler. Très concrètement, on va pouvoir venir là, dans les prochains mois dans vos structures, si vous le souhaitez, animer justement des parcours d'initiation numérique pour des publics spécifiques ou non sur différentes thématiques. Voilà, et écoutez, merci beaucoup pour votre attention. On peut même voir quand même qui a gagné le petit quiz. Voilà, bravo à Dim qui a marqué 7 points. Dim, vous avez le droit de devenir bénévole chez Emmaüs Connect. Voilà, bravo. Et encore merci pour votre attention. Si vous avez des questions de manière plus générale sur l'électronique, sur Emmaüs Connect, je suis là jusqu'à la fin de la journée, pas de souci. Merci beaucoup, Thomas.